pour aujourd'hui se porte sur l'agenda 2030 à ne laisser personne pour compte. La session est organisée par le British Columbia Council for International Cooperation et VIDEA, ou VIDIA, ou VIDI. Il y a 3 manières de prononcer ça, and I don't know if I got any of it right. L'animatrice pour cette table est la Dr. Zosha, donne-moi une seconde, de Sus Kropovnetsky Gruber. Dr. Zosha de Sus Kropovnetsky Gruber. She is a policy director and gender specialist at the British Columbia Council Corporation. Et donc, directrice et spécialiste du genre au British Columbia Council for International Cooperation. Il y aura Aspen O, étudiante à l'Université Simon Fraser, et Liliane Goyce-Loisel, qui est directrice du Indigenous Youth Engagement. Mon nom, c'est Vaidia. Alors, j'ai mal prononcé votre nom, je regrette. À vous la parole, Dr. Zosha. Merci. Vous avez prononcé mon nom correctement. C'est un honneur d'animer cette séance qui est fort intéressante pour moi. J'aimerais reconnaître que notre travail a lieu sur le territoire ancestral non-cédé des Squamish à Wet'suwet'en et d'autres peuples autochtones de la région. J'aimerais remercier l'intendance dont ils ont fait preuve depuis des temps immémoriaux et la contribution actuelle faite à notre société par ces peuples. Je voudrais aussi reconnaître qu'à titre d'Africaine du Sud, je dois en fait mon privilège à la vie d'une société sous-privilégiée, racialisée. Et je regrette et mon cœur saigne suite à l'oppression de ces peuples et je suis fière de ceux qui ont résisté et je leur rends honneur. Alors, j'aimerais parler de l'horrible invasion qui se produit en ce moment en Ukraine et j'aimerais reconnaître par un moment de silence ces horribles faits actuels. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de ne laisser personne de côté ou derrière. Il faut considérer des manières novatrices par lesquelles on peut déconstruire, décoloniser et défendre les droits. Et ce que ça veut dire, c'est avoir donc à l'idée l'inclusion dans la prise de décision. J'aimerais parler donc de cet artiste autochtone formidable qui a fait donc un canot, qui a dessiné un canot qui illustre bien ne laisser personne derrière ou de côté. Merci beaucoup de votre travail. Et j'aimerais poser la question à Aspen, notre étudiante à l'Université Simon Fraser. Elle est aussi militante et a travaillé dans le domaine de la santé mentale pour la Croix-Rouge. Lily est directrice donc de Indigenous Youth Engagement et de réconciliation à VIDEA. Elle a aussi travaillé avec le British Columbia Council for International Cooperation et elle a aussi été donc dans l'exécutif du Conseil autochtone de l'Université de Colombie-Britannique. Et nous avons aussi notre directeur d'équité, inclusion, diversité au Conseil donc de British Columbia Council for International Cooperation avec nous. Alors, les voilà.
Aspen, comment avez-vous tenté de décoloniser, de réimaginer les relations autochtones dans votre travail? Moi, j'étais au journal étudiant pendant 3 ans et j'ai mis l'accent sur l'engagement des jeunes. On parlait de la crise du logement à Vancouver, de la justice sociale et d'autres sujets. J'étais aussi animatrice de la Croix-Rouge où j'ai mis l'accent beaucoup sur la santé mentale et l'acceptation et la sécurité des jeunes queer. Et quand à la promesse ne laisser personne de côté, on suppose qu'il y a des gens qui vont plus loin ou qui donc aident ceux qui sont derrière ou de côté, mais qui sait peut dire si les gens qui donc ne sont pas inclus d'emblée n'ont pas eux-mêmes des privilèges de la compréhension personnelle. Et c'est pourquoi il faut donner à ces gens-là leur propre plateforme, leur propre estime. Et par exemple, la communauté queer et permettre donc à ceux-ci de devenir des leaders dans leur propre communauté. Merci Aspen. J'aime beaucoup la description visuelle de quelqu'un donc qui se retourne et qui invite quelqu'un qui est de côté à travailler avec ou à la rejoindre. Oui, tout à fait. C'était très intéressant, vraiment, ce qu'elle a dit, Aspen. L'image visuelle, c'est de ne pas se retourner pour tirer la main de quelqu'un, mais plutôt de se mettre côte à côte et de décoloniser nos processus, nos styles de comportement et nos structures finalement. Il faut commencer à le faire au niveau individuel et il faut reconnaître le pouvoir que chacun détient et le contexte historique qui nous a placés dans cette position de pouvoir participer au processus de décolonisation et ensuite l'importance des espaces colonisés est super important également. Et il faut reconnaître des ensembles de compétences diversifiés chez ceux qui s'engagent, par exemple, envers les ODD ou du travail de militantisme. Et il faut donc créer ces espaces, amplifier ces voix et apprendre l'un de l'autre ensemble. Alors, il ne s'agit donc pas de travailler pour quelqu'un, mais de travailler de pair. Alors, la décolonisation et le fait de ne laisser personne derrière, comment ça fait partie de votre travail? Moi, je travaille sur le territoire Anishinaabe ancestral, donc du traité de la ceinture Wampum. Alors, merci d'avoir donné cette représentation graphique. Lorsque l'on parle de ne laisser personne derrière, et la supposition, c'est qu'il y a des gens donc en l'avant dont la responsabilité est de ramener les gens à eux. Mais cela ne représente pas de reconnaissance, des connaissances, du savoir et de l'apport que les gens peuvent apporter. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre ce que ça veut dire la décolonisation en pratique. Pas seulement le mot décolonisation, mais la façon dont on crée des programmes, dont on les structure, dont on valorise l'expérience vécue. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de changer notre attitude, de l'orienter différemment quant au cadre de valeurs que nous utilisons, particulièrement dans le secteur de la coopération internationale ou du développement international. Il y a un grand patrimoine de
colonialisme qui influence la façon dont les choses ont été faites et sont encore faites aujourd'hui et sont supposément les pratiques exemplaires. La question à se poser, c'est est-ce que c'est véritablement là les pratiques exemplaires? Est-ce que on peut pas plutôt s'appuyer sur des formes traditionnelles, de savoir, par exemple, chez les peuples autochtones qui partagent des leçons, qui enseignent donc des événements, enseignent des connaissances qui ne dépendent pas d'indicateurs précurseurs ou quoi que ce soit, mais qui permettent de retirer des leçons de cela selon le besoin. Et l'autre élément, c'est la valorisation de l'expérience vécue qui est plus importante parfois que ce qui est considéré comme des considérations et des qualifications valables. Quelqu'un qui a une expérience vécue, par exemple, d'agriculture autonome ou de pratique d'autonomisation, c'est peut-être quelqu'un qui a davantage à apporter que quelqu'un qui a un diplôme autour d'une table qui parle d'agriculture, par exemple. Et toute l'approche relative à la durabilité et la décolonisation doit prendre cela en compte. Il ne s'agit pas simplement des gens à l'avant, des gens à l'arrière. Il s'agit de travailler de concert et de faire un front uni. Je suis très intéressée par cet aspect du récit, de la narration. Le travail du conseil duquel je fais partie mise beaucoup sur le médium du récit qui est très puissant, qui est aussi très contextuel et très personnalisé. Laissez-moi jouer le rôle un peu de la controverse. Comment pouvez-vous utiliser l'expérience vécue pour en arriver à élaborer des politiques? Lily, je sais que vous avez travaillé dans ce domaine, dans le domaine du récit, de la narration, et aussi de la prise de décision. Comment élever le récit pour en faire une base de prise de décision? Très bonne question. Oui, chaque semaine, le lundi soir, nous avons une soirée de narration, de récit, où on invite des gens de la communauté, plus précisément des jeunes, pas seulement ici, mais partout dans le monde, pour partager leurs connaissances, leur récit par récit. Et j'apprends tellement durant ces soirées de contes que j'apprends bien autrement. C'est puissant. Et cette question, de comment faire vivre ces récits à la table des décideurs, c'est une très bonne question. Ces voix qui me racontent des choses devraient être autour de la table, mais souvent, ce n'est pas le cas. Les gens qui racontent ces histoires ne se sentent pas accueillis. Il faut donc créer ces espaces à des plus hauts niveaux afin que ces jeunes et ces gens qui pourraient être considérés marginalisés peuvent faire part de leur narration comme ils le font dans nos soirées informelles du lundi soir. Et il faut que les jeunes se sentent donc plus confiants et ressentent cette confiance de leur propre voix, se sentent autonomisés pour le partage de la narration et du conte. Et là, on les pousse lorsque ça commence à se faire voir, à partager justement cela à des tables de décision. C'est comme ça que l'on fonctionne. Lily, je dois dire, tu n'es pas seulement une oratrice compétente, mais tu es puissante aussi. Soit au niveau provincial ou à un plus haut niveau même. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir comme cela? Comment peux-tu donc réaliser tous ces succès-là dans ton rayonnement vers les communautés? Merci de la question. Eh bien, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir un environnement qui me soutenait, un environnement favorable dans mon intervention et qui défendait mes droits. Parce que le ressac peut être très difficile, donc les représailles peuvent se faire sentir. Et lorsque moi, j'en ai parlé
chez moi, ils ont été vraiment d'un soutien incroyable. Ça a été très puissant pour moi. Et lorsque j'ai commencé mon travail à la Croix-Rouge et que j'ai parlé à mes enseignants d'ouvrir le dialogue quant à la sécurité des queers et le dialogue, ils m'ont donné les outils me permettant de le faire. Ils m'ont appuyé et aussi à l'université, on a donc mis, par exemple, des affiches et des caméras de sécurité pour ne pas laisser ceux qui voulaient m'intimider le faire. Il s'agit d'un réseau, en fait, de tout un village qui travaille ensemble pour faire sentir à la population queer qu'ils sont importants. Oui, le contexte est très important pour vous, je le vois. Lily, qu'est-ce qui a été vraiment essentiel pour votre réussite? Eh bien, pour moi, c'est fort semblable. Ça ressemble à ce qu'Aspen a dit. Une communauté solide, des gens donc qui me soutenaient tout au cours de mon parcours. Et vous savez, le syndrome de l'imposteur, parfois c'est facile ressentir. Et il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé, qui m'ont poussé à faire entendre ma voix et à défendre mes intérêts, à intervenir en fait. On m'a montré que j'avais une voix solide et que ma connaissance et mon expérience des dieux étaient importantes. Et l'organisme pour lequel je travaille m'a permis de commencer en tant que stagiaire et m'a montré qu'il y avait vraiment des espaces où je pouvais me faire entendre et on m'a encouragé. Et cet encouragement a eu vraiment une grande incidence sur moi pour pouvoir ouvrir ces espaces d'engagement à d'autres tables et me rendre à l'aise. Je sais que Lily, tu es vraiment une mentor extraordinaire avec tes pairs et c'est vraiment bien de voir comment les alliés t'ont aidé dans ton développement. Et quant à toi, Annika, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton développement personnel? Bon, moi, je suis ouverte du fait que je suis une femme de couleur musulmane et qu'il y a des intersections d'identité. Et les gens me posent des questions. Pourquoi est-ce que tu t'orientes comme cela? Eh bien, je n'ai jamais eu le luxe d'avoir le choix. Et je pense que plusieurs personnes, beaucoup de jeunes ou de groupes qui ont été donc sous-privilégiés de manière systémique, c'est la même chose. J'ai pas eu le choix de choisir la perception des gens à mon égard, mon identité, ma couleur. Alors, il était important pour moi de m'équiper avec la connaissance de ce que ça veut dire et de quelle incidence ça avait sur moi. Lorsque je travaille à des séances sur l'oppression, je parle du pouvoir du verbe et connaître le langage permettant d'exprimer l'expérience que l'on vit et pourquoi ça a des incidences sur soi. Par exemple, le racisme peut se manifester de manière invisible. On en parle souvent en utilisant le terme microagression. Alors, lorsque les gens disent « D'où viens-tu? » Je dis du Canada. Et on me dit « Mais d'où viens-tu vraiment? » Alors, pouvoir exprimer à quel point ça peut être douloureux, c'est vraiment important. Et l'expression par le verbe permet vraiment de libéraliser cela en son esprit. Et la façon dont j'ai réussi à exprimer cela, vraiment, c'est parce que j'étais acculée finalement, je n'avais pas le choix. Et j'ai réussi à saisir ma puissance intérieure et j'ai alors compris que j'étais dans la meilleure posture pour parler de ce que je vivais et pour représenter ceux qui sont comme moi. Et pour revenir à ce qu'on a dit tantôt, quant à la première question, permettre à ceux qui, donc, que l'on considère comme étant laissés de côté ou derrière, d'apprendre la parole. Ce sont ceux-là qui savent ce qu'ils font et qui ils sont, quelles sont leurs connaissances et quels sont leurs pouvoirs et leur autonomie qu'ils devraient déjà avoir, qu'ils ont déjà
mais auxquels ils devraient pouvoir avoir accès dans la conversation à ces tables. Très intéressant. Donc, d'assumer son pouvoir, sa puissance. Que devrait-on faire dans le développement pour créer un environnement habilitant afin de pouvoir permettre aux gens de s'autonomiser et d'exprimer leur autonomie? Bon, lorsqu'on parle de jeunes vulnérables ou de communautés vulnérables, comment ça vous fait sentir? Eh bien, pour moi, c'est très unidimensionnel. Oui, je suis une personne queer, racialisée. J'ai vécu comme étant une fille pendant très longtemps, mais je suis aussi une éducatrice, une éditorialiste, je suis militante, je suis bénévole, j'ai un rôle de leadership et je peux utiliser mon propre pouvoir pour informer les jeunes et trouver ces occasions. Alors, de m'étiqueter, moi ou d'autres intervenants queer, ignorent ces expériences et donc notre propre droit de regard. Et ça nous donne l'impression d'être des entités qui méritent la pitié, qui doivent faire l'objet donc de dons. Et oui, je sais, Lily, vous essayez de vous éloigner des modèles donc traditionnels d'habilitation. Qu'est-ce que ça vous suscite, cette catégorie de vulnérabilité là? Je vais faire écho à Aspen. Lorsque les gens sont étiquetés comme étant vulnérables, ça les empêche d'assumer leur pouvoir. Et cela donc enlève leur dignité et s'écarte de l'intersectionnalité de leur identité. L'intersectionnalité, c'est l'unicité de chacun, leur talent, leur véritable être, leur véritable nature. Et une étiquette ne suffit pas. Il faut pouvoir s'écarter de cela et plutôt pratiquer donc l'alliance active. Il faut pratiquer la solidarité et tenter de fracasser les structures oppressives qui mettent cette idée de l'avant que cette personne est vulnérable. Pourquoi est-elle considérée comme étant vulnérable? C'est pas la personne, c'est le système qui fonctionne comme cela. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de voir cela pas comme une identité, mais un point d'action. Alors, j'ai bien compris, c'est très clair. Et par ailleurs, Annika, qu'en est-il? Ah oui, à chaque fois que j'entends le mot vulnérable, vraiment, je roule les yeux parce que je crois que Aspen et Lily en ont parlé. Le terme vulnérable, marginalisé, exclu, cela semble mettre le blâme de cette exclusion sur cette communauté ou cette personne parce que c'est la faute des communautés racialisées ou des communautés LGBTQ et qu'ils sont marginalisés. Et parfois, on dit, pourquoi n'avez-nous pas plus de diversité? Ben, les gens répondent, mais on a essayé, mais personne n'était intéressé. Cette notion que les collectivités, ces communautés sont défectueuses de manière inhérente ou ne peuvent faire le travail correctement. Et ce que j'essaie de faire, donc, quand on parle du langage qui est puissant, c'est de changer la façon dont on parle de ces communautés. Par exemple, s'écarter d'itinérants à non logés. Itinérant, bon, ça implique que la personne veut se promener. Mais non logé, ça veut dire la responsabilité de l'État. Donc, ça revient à la responsabilité de l'État de loger ses citoyens. Et lorsque moi, je parle de ces collectivités, je ne parle pas de collectivités vulnérables, je parle de collectivités marginalisées de manière systémique, opprimées de manière systémique
les choses fonctionnent exactement comme elles sont prévues, c'est-à-dire de tenir une certaine démographie en position de pouvoir. Alors, la question de la langue est très importante. Le verbe définit notre pensée et notre comportement bien souvent. Mais c'est la même chose pour les catégories. Si on regarde le document de politique d'orientation des objectifs de développement durable quant à ne laisser personne de côté, on parle de catégories spécifiques de jeunes, les jeunes marginalisés, les jeunes autochtones, les jeunes LGBTQ2S+. Ces catégories-là, qu'est-ce que ça vous fait d'être catégorisé? Eh bien, oui, les catégories, de certains points de vue, peuvent être utiles pour rejoindre des gens qui ont des expériences semblables, mais essayer de voir les problèmes dans la société pour en faire une statistique, par exemple, une catégorie de racialisés, une catégorie de queer. Ça ignore l'intersectionnalité de nos identités. Moi, je suis queer, d'une famille immigrante chinoise. Et mes forces et les défis que j'ai, c'est impossible de pouvoir mettre le doigt sur quel facteur vient d'où. Par exemple, lorsque j'essaie de comprendre donc les difficultés, les obstacles dans la transition que j'ai vécu, bon, il y a des obstacles qui proviennent d'une famille chinoise traditionnelle, de ma famille étendue. Donc, par rapport à cette culture, il y a peut-être d'autres interprétations de ces obstacles où il n'y a aucun obstacle ailleurs dans d'autres cultures quant à cela. Et ça ignore le fait que ces enjeux peuvent sembler faciles à résoudre, mais ne le sont pas. Bon, cocher la case. Par exemple, est-ce qu'on a les bonnes personnes autour de la table? Est-ce qu'elles s'inscrivent dans ces catégories donc que l'on doit remplir comme un formulaire? Comment faire cela? Comment pouvoir agir là-dessus? Et oui, tout à fait. Cette idée d'intersectionnalité, donc, pour revenir à ce qu'Aspen a dit, ça met vraiment les gens donc dans un carcan de catégories. Et comme l'étiquette de vulnérabilité dont on a parlé, il y a un peu de tension là-dedans parce que, donc, c'est vrai que ça coche la case. Si on est à une table et on parle à titre de quelqu'un qui est autochtone, ben, on porte ce chapeau et on représente donc cette identité-là et ce n'est pas vraiment possible à long terme. Et lorsqu'on parle d'intersectionnalité, de reconnaître une identité intersectionnelle de chacun et la nature complexe de notre être, et c'est beaucoup plus habilitant dans les choix collectifs, dans notre droit de regard. Il est donc important de reconnaître l'intersectionnalité. Ça peut mener à une compréhension beaucoup plus profonde des enjeux auxquels nous faisons face, la marginalisation, l'injustice et ça nous permet en tant que collectif de s'habiliter l'un l'autre. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je suis décideur politique, j'organise une table ronde. Comment savoir que j'ai invité les bonnes personnes? Si on ne se sert pas de personnes pour représenter certains groupes, dits marginalisés, comment veiller à ce que tout le monde que l'on souhaite voir représenter soit effectivement représenté, que les personnes qui ont une expérience vécue puissent se faire entendre? Annika, c'est une excellente question, car je suis assise entre deux tensions. D'abord, vous avez, pour aller au-delà des quotas symboliques, c'est-à-dire il faut un jeune autochtone, un jeune gay de noir. Donc, qu'est-ce que leur identité signifie pour le travail que vous faites? C'est un concept qui permet de passer de la représentativité pratique à la représentativité réelle.
il ne faut pas que la représentativité soit symbolique. Si vous avez un groupe d'hommes blancs, que vous remplacez une personne par une personne noire et que rien ne change, c'est une représentation symbolique. Si vous changez pour une femme noire qui change effectivement la dynamique du groupe, c'est plutôt une représentation pratique. Quand on parle de la représentativité chez les jeunes, par exemple, il ne s'agit pas de combler des quotas. Il ne s'agit pas de dire nous avons un groupe de personnes. Non, il s'agit de réfléchir aux diverses expériences, aux divers savoirs, afin d'éclairer l'orientation du travail. On le disait, l'impact de ces communautés est différent. Donc, qui peut mieux représenter l'impact ressenti par la communauté que la communauté elle-même? Donc, il s'agit non pas de demander à quelqu'un quelle est votre identité, mais qu'est-ce que cela signifie pour le travail que vous faites? Qu'est-ce que cela signifie pour les conversations que vous aurez? Or, j'ai aussi cette tension en moi car je me dis personne n'a le droit d'exiger de savoir votre récit. C'est-à-dire que pour justifier le fait que vous êtes autochtone, que vous êtes racialisé, que vous êtes une femme, vous devez revivre les défis ou les traumatismes de cette identité pour justifier votre place, pour justifier que vous êtes le bon représentant. Est-ce qu'une personne autochtone ne peut pas être un bon représentant sans devoir de nouveau répéter tous les traumatismes qu'elle a vécu dans le système colonisé? Alors, comment valoriser l'expérience vécue et reconnaître que ces identités s'accompagnent de lentilles singulières que personne d'autre ne peut reproduire, sans mettre ces personnes, surtout les jeunes, en péril, en leur obligeant de revivre les traumatismes pour expliquer qu'ils ont le droit d'exister dans cette place. Anika, est-ce que vous dites que si on veut accorder la priorité aux personnes qui ont une expérience vécue, est-ce qu'on les met dans une situation difficile parce que ces personnes doivent justifier leur utilité autour de la table en partageant leur récit? Oui, tout à fait. J'en ai déjà parlé. Je suis une femme musulmane de couleur et j'explique souvent ce que cela représente, mais pour justifier pourquoi mon point de vue est différent, je dois donc réexpliquer, par exemple, mon expérience sexiste, raciste, islamophobe, pour pouvoir justifier ma présence et dire, bon, c'est grâce à ces expériences que ma place est justifiée. Comme si mon identité à elle seule était insuffisante pour qu'on me fasse confiance. Et on ne demande pas forcément cela des gens qui sont plus privilégiés. On ne demande pas forcément aux hommes, qu'est-ce que ça signifie que d'être un homme dans le développement international? Qu'est-ce que ça signifie que d'être un homme qui est hétérosexuel, privilégié? Alors, pourquoi est-ce qu'on demande aux personnes racialisées ou marginalisées de justifier leur place? Je vois que vous hochez de la tête, Aspen. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti et vous aussi, Lily? Oui, justement. Et c'est une excellente conversation à avoir parce que je trouve que ça se produit très souvent. On vous oblige à partager votre récit, même si cela signifie revivre vos traumatismes. Et pourtant, on essaie d'éviter de revivre les choses traumatisantes. On veut créer un espace sûr pour tout le monde, mais également expliquer à chacun qu'il n'est pas nécessaire de dire des choses traumatisantes. Alors, il faut vraiment encourager les gens à se sentir en sécurité. S'ils ne veulent pas raconter leur récit personnel, il ne faut pas leur forcer la main. J'en ai parlé un peu plus tôt, il s'agit de tisser des liens qui vous permettent d'établir des liens de confiance et avoir des relations qui s'appuient sur le respect et la réciprocité, apprendre à connaître tout le monde plutôt que de cocher une case. Par ailleurs, il faut aussi célébrer les récits positifs.
la résilience de tout le monde qui nous entoure, c'est très important. Il y a beaucoup de joie dans les expériences qu'on entend. Donc, il faut aussi célébrer ces récits aussi, autant que les récits traumatisants. Alors, pour ce faire, il s'agit d'avoir un lieu ouvert où tout le monde peut partager. Et il faut aussi parler du bien-être. C'est une chose qu'on essaie d'intégrer dans tous nos programmes et projets, c'est-à-dire l'importance du bien-être, de prendre le temps de décompresser s'il le faut. Tous les mercredis, nous avons les mercredis bien-être pour les Autochtones. On propose des ateliers bien-être et donc on insiste beaucoup sur le bien-être et la possibilité de partager seulement ce qu'on a envie de partager. Lily, c'est très important le fait qu'on doit se concentrer sur le bien-être dans le cadre de notre pacte. Mais ce que vous dites aussi sur la vulnérabilité et le risque me pousse à comprendre, enfin, l'entrefilet de ce que vous dites, c'est qu'il faut se concentrer sur le positif aussi. Et Aspen, vous avez écrit un récit formidable sur votre courage, la façon dont elle a démantelé des obstacles attitudinaux dans son quotidien. Aspen, est-ce que vous avez envie de partager ces récits? Est-ce qu'on vous encourage à les partager? Ou est-ce qu'on vous encourage surtout à partager les aspects de votre vulnérabilité? Merci. Alors, lorsqu'on m'a d'abord demandé de rédiger cet article, j'étais un peu préoccupée parce que à ce moment-là, je n'avais pas encore été confrontée à de la discrimination en raison de ma sexualité à l'époque, encore moins de mon genre. Alors, je ne me sentais pas bien placée pour partager parce que je me disais, j'ai pourtant peu vécu de difficultés, j'avais ce syndrome d'imposteur et ensuite j'ai compris que si on partage toute son identité, toute son expérience, c'est là qu'on est le plus percutant. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les aspects les plus négatifs seulement. Ça ne montre pas la force, la résilience ou ce qu'on peut faire correctement ou comment encourager la croissance, surtout chez les jeunes non hétérosexuels. Et leur montrer qu'il est possible de ne pas être victime de crimes haineux, de ne pas être victime de discrimination. Et rédiger cet article, c'est ce qui m'a permis de m'y retrouver dans ces émotions. Et je me suis dit, c'est ce qu'il faut. Il faut se concentrer sur les forces et sur le pouvoir des jeunes non hétérosexuels. Vous avez parlé de pouvoir et de privilèges. Comment peut-on le faire au niveau organisationnel ou même au niveau des gouvernements? Comment peut-on voir le développement international différemment, éclairé par ce genre de réflexion? Annika? Voilà une excellente question, Sacha. Je pense que je rebondis un peu sur ce que les autres ont dit. D'abord, surtout, parler de l'expérience vécue. C'est ce qui est le plus important. Permettre ou créer des places à la table pour les personnes qui sont sous-représentées de manière systémique, comme les jeunes, les personnes qui proviennent d'identités intersectionnelles. Et aussi, je me dis, il ne faut pas exiger qu'on revive les expériences traumatisantes. Pour ce faire, il faut
faire confiance aux communautés, faire confiance aux gens, et leur faire confiance quand ils disent ce qu'ils ont envie de partager, ce qu'ils ont envie de divulguer. Si quelqu'un a envie de parler de son expérience personnelle, il ne faut pas la forcer et il ne faut pas penser qu'on a droit d'entendre leur récit. Il faut les laisser partager s'ils en ont envie. Il faut leur donner la liberté de s'exprimer comme ils l'entendent. Et donc, il faut créer ce contexte, ce climat qui leur permet de se sentir en sécurité. Il faut le dire ouvertement. Quand on recrute ou quand on fait un événement, il faut parler de l'importance de l'expérience vécue. Lorsque vous recrutez des bénévoles que vous embauchez, il faut parler de l'expérience vécue et dire que l'expérience vécue est tout aussi importante, par exemple, qu'un diplôme ou une expérience de travail, mais également comment créer un espace sûr où chacun se sent apte à partager cette information. Est-ce que les gens ont des ressources? Peut-être que ce sera traumatisant de partager. Je sais que, par exemple, dans certaines conférences, il y a eu des aînés autochtones ou alors, dans certains cas, il y a des travailleurs sociaux qui sont disponibles si jamais quelqu'un est en difficulté parce qu'il a partagé quelque chose de traumatisant. Et ensuite, Lily parlait de relations de confiance et non pas d'exploitation. Si vous êtes chasseur, vous savez que les meilleures pratiques lorsque vous travaillez avec les communautés exigent que vous partagiez les éléments livrables, les apprentissages avec les communautés dont vous apprenez. Il ne faut pas toujours prendre, il faut aussi rendre. Il s'agit de tisser des liens de confiance pour que on ne se sente pas utilisé. Et enfin, avoir des relations ouvertes. Par exemple, à OCIC, lorsque nous avons des événements, on essaie de garder les conférenciers à l'esprit pour des événements à venir, pour qu'ils comprennent qu'on n'essaie pas de les exploiter ou qu'on ne fait pas appel à leur lumière pour un seul événement. On veut qu'ils fassent partie de notre communauté. Et ensuite, si les gens ont du mal et qu'ils ont besoin de soutien additionnel, s'ils ont besoin d'un post-mortem, ils auront quelqu'un en qui ils ont confiance, même au-delà de cet événement ou de ce programme, car ils auront vraiment tissé une relation de confiance. Merci, Annika. Lily? Vous avez produit une trousse d'outils très exhaustive en matière de décolonisation. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Ce que vous avez fait à Vidéa? Oui, merci. Je me demande s'il n'est pas possible aussi de partager cette trousse d'outils parce qu'elle est disponible. La première chose que je souhaite évoquer, c'est l'importance au niveau personnel et institutionnel de reconnaître l'aspect d'exploitation de l'ensemble de la colonisation. Le Canada demeure un pays qui exerce toujours des attitudes coloniales par rapport aux Autochtones. Et notre secteur doit faire un travail de décolonisation pour véritablement arriver à une justice en matière de développement durable. Ça ne peut pas se produire sans les systèmes opprimants actuellement en place. Alors, les voix ne seront pas incluses et valorisées sans ce travail de décolonisation. Le travail de décolonisation exige beaucoup de travail, de conversations difficiles et de changements à toutes sortes de niveaux, mais c'est très important. Je sais que le temps file, je pourrais en parler longtemps, mais je vous donne quelques exemples. Au niveau organisationnel, changer le langage. Le langage est très important et parfois ça peut être très inaccessible. Il est important de rendre le langage plus accessible pour que personne ne soit laissé pour compte. Autrement, le langage peut perpétuer les aspects les plus coloniaux de notre système. Et une autre chose, et nous l'avons évoqué, l'importance de reconnaître les
savoir différent, qu'il s'agisse d'un savoir autochtone ou d'une expérience personnelle. Il faut reconnaître, par exemple, l'expérience vécue tout autant que les diplômes. Ce qu'on enseigne à l'école et à l'université ne correspond pas à l'expérience vécue, par exemple, d'un autochtone. Alors, je vous encourage tous à faire ce travail pour que personne ne soit vraiment laissé pour compte. Vous avez parlé d'équilibrer l'expérience vécue et le savoir conventionnel, l'expérience professionnelle, mais c'est difficile, vous savez, de mon point de vue. Nous avons cherché des délégués à une conférence sur les femmes. Nous avons entendu des gens qui veulent venir, qui viennent de l'Afghanistan, de l'Amérique latine, mais nous avons reçu des demandes de personnes qui ont 20 ans d'expérience à titre de praticien en développement, qui ont des doctorats. Comment décider dans toutes ces expériences, dans tous ces types de savoirs? Pour finir, on a accepté toutes les demandes parce qu'on s'est dit, comment puis-je décider qu'une expérience vécue est plus utile qu'une autre, plus valable qu'une autre? Annika, qu'est-ce que vous feriez, vous? C'est une excellente question parce que, Sacha, je suis pareil. Moi, je dis acceptons tout le monde parce que il y a vraiment une grande valeur dans ces savoirs interdisciplinaires, intergénérationnels. Et d'abord, vous savez, la prémisse de votre question présume que l'expérience vécue et les diplômes sont mutuellement exclusifs, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on pense que les gens qui ont une expérience vécue n'ont pas toutes les autres qualifications qui leur permettraient de réussir. Par exemple, on ne dit pas que quelqu'un ne devrait pas aller à l'école ou postuler s'il faut un diplôme sans l'avoir. Non, ce qu'on dit, c'est que l'expérience vécue en soi est également un critère important. Alors, il ne s'agit pas de choisir entre quelqu'un qui est noir et quelqu'un qui a un doctorat. Là, on parle de deux choses totalement différentes. Et les gens qui ont un diplôme ont parfois aussi une expérience vécue, ce qui signifie que cette personne comprend sans doute mieux le problème ou comprend mieux la réalité du contexte parce qu'elle a à la fois étudié et vécu, plutôt que quelqu'un qui n'aurait que le diplôme et pas l'expérience vécue. Alors, j'ignore si ça répond à la question, Soja, mais c'est une chose que je me dis moi aussi quand je pense à nos processus d'embauche. Les diplômes et l'expérience vécue ne s'excluent pas mutuellement. Ils se renforcent plutôt. Oui, c'est une excellente réponse. Alors maintenant, nous avons 47 délégués à notre conférence, mais c'est ainsi. Alors, je ne sais pas si nous avons des questions du public. Je n'en vois pas dans la boîte de clavardage. Alors, tandis que nous attendons les questions, je vais vous inviter à vous poser des questions. J'ai une question pour Aspen. Aspen, je me demande quel conseil vous donneriez aux jeunes qui s'intéressent au travail de défense des intérêts concernant les ODD? Ah, j'espérais que quelqu'un me poserait la question. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à la défense des intérêts, je travaillais beaucoup trop fort, j'étais épuisée, mais bon, surtout quand on commence dans le domaine, parfois on se dit il y a trop de problèmes et il y a tellement de feux à éteindre, on ne sait plus vers qui se tourner, à quel sens vouer. Mais il n'y a pas de solution unique. Comme jeune, ça peut être décourageant. Mais
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Ce n'est pas exclusivement à vous de faire ces changements. Alors, il ne faut pas être trop dur envers soi-même. Il faut s'accorder des pauses parce que si vous ne vous accordez pas de pause, vous vous épuiserez. Et ça n'est pas durable si vous voulez vraiment faire de ce chemin votre parcours professionnel. Alors, essayez de vous entourer, que ce soit votre famille, vos amis, mais sortez, faire de l'exercice, faire du vélo, je sais pas, manger un gâteau, faire quelque chose qui puisse vous donner un peu de joie. Alors, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Merci Lily et Aspen. C'est intéressant que Aspen parle d'épuisement. Moi, j'ai une amie qui estime que les OSBL sont un système industrialisé. Et ce n'est pas durable de travailler sans arrêt comme ça, comme si on était sur une chaîne de montage quand on fait quelque chose d'aussi émotif. Moi, j'aimerais savoir, comme jeune, vous avez des expériences diversifiées. Que voulez-vous que les organisations fassent pour vous aider à participer, pour aider la participation des gens de votre communauté qui n'ont peut-être pas autant de possibilités que vous? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux, en d'autres termes? Voilà une excellente question. Je vais commencer et ensuite, je céderai la parole à Aspen. Alors, moi, j'ai commencé dans mon organisation comme stagiaire. J'ai trouvé un stage en Ouganda et c'est quelque chose que j'ai appris assez vite. Vidéa tisse des liens avec les jeunes qui sont durables. Une fois que le programme prend fin, ce n'est pas la fin de la relation. Et j'en suis un bon exemple. J'ai terminé mon stage et je travaille à présent pour l'organisation. Je pense qu'ailleurs, c'est plutôt un adieu. Une fois que vous terminez votre stage, vous continuez votre parcours ailleurs. Je pense qu'il est important de vraiment tisser des liens pérennes avec les jeunes et conserver des liens parce qu'on peut vraiment tirer parti de ces relations par la suite. Ces jeunes peuvent devenir des dirigeants, peuvent devenir un pivot pour vous pour établir des liens avec d'autres organismes. Alors, ça peut être vraiment très important de rester en contact avec les jeunes après le programme. Alors, c'est la première chose que je dirais. C'est important pour moi parce que je ne serais pas ici autrement. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Lily. Avoir des liens qui durent toute la vie, c'est important. Quand je pense à mes mentors, les mentors qui ont été les plus importants pour moi, comme des enseignants ou des coordonnateurs de programme, qui me disaient, je suis votre mentor, votre enseignant pour la vie. Et quand on s'intéresse à la défense des intérêts, comme ce qu'on fait, ça peut être difficile si on n'a pas quelqu'un vers qui se tourner pour des conseils. Alors, si vous avez des mentors ou des organisations qui sont là pour vous aider après l'événement, après le stage, ça peut vous encourager à continuer. Je trouve également très important d'avoir un espace sûr. Par exemple, si vous avez besoin de faire une pause, que vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est important d'être dans une organisation où on permet ces pauses et où on vous donne les ressources dont vous avez besoin. Il est important de ne pas se sentir utilisé, de ne pas être un symbole, de ne pas être une case à cocher. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on termine. Cette séance s'est beaucoup concentrée sur qui devrait être autour de la table. On s'est aussi concentré sur le traitement des jeunes également à la table. Mais si on passe à la table elle-même à présent, qu'est-ce qu'il faut demander?
voulez-vous qu'on aborde à la table? À quoi voulez-vous que la table ressemble? Annika, c'est une excellente question. J'ai une longue liste de choses, mais je vais me concentrer sur peut-être une, étant donné que le temps file. La chose qui doit être abordée par cette table, à mon avis, c'est les façons différentes de faire les choses. Ce n'est pas de rajouter plus de travail à la charge de travail, mais quelles sont les formes de connaissances traditionnelles, ancestrales, les formes de connaissances autochtones sur lesquelles on peut s'appuyer? Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il y a des systèmes d'économie fondés sur les connaissances maoris. Il y a des connaissances de pratiques agricoles fondées sur l'agriculture mexicaine. Enfin, ce sont des choses qui existent. Alors, comment peut-on élargir notre champ de pratique et faire les choses différemment, mais aussi reconnaître que ce ne sera pas un processus commode ou facile. Il faut être à l'aise avec cet inconfort. C'est un élément important. Il faut être assez modeste pour le faire afin de véritablement ne laisser personne pour compte. Merci, Lily. Vous avez 30 secondes. Alors, la chose la plus importante, et là, je rejoins ce que je disais un peu plus tôt, l'importance de décoloniser. J'aimerais que la table s'examine vraiment de près. Qui est présent, qui n'est pas présent, pourquoi ces personnes sont-elles absentes, comment peut-on les faire venir? Ce sont certaines des questions que ces tables doivent se poser, à mon avis. Elles doivent faire ce travail d'introspection et avoir ces conversations et vraiment s'attacher au processus de décolonisation pour véritablement ne laisser personne pour compte. Aspen. Ce sont d'excellentes observations. La seule chose que j'ajouterais, c'est penser à qui a le pouvoir, qui organise ces événements. Est-ce que ces personnes ont une expérience vécue? Est-ce qu'elles font ce travail quotidiennement ou le font-elles simplement pour présenter une image? Parce que ce sont les personnes qui poseront les questions, à savoir qui est autour de la table, qui ne l'est pas. Est-ce qu'on doit davantage examiner l'organisation de ces événements? Merci, Aspen. Alors, j'aimerais remercier les panélistes d'avoir été si honnêtes avec nous et d'avoir accepté la charge émotive que cela représente. Être laissé pour compte, ça ne peut pas être expliqué par une seule cause ou un seul facteur et c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que le pacte de ne laisser personne pour compte. Il faut vraiment penser à l'habilitation. Qui est habilité par nos systèmes? Est-ce qu'on doit tendre la main à ceux qui sont au bout de la file? Est-ce qu'on travaille dans le bon sens? Est-ce qu'il s'agit de trouver de nouveaux parcours? Est-ce qu'il faut redessiner nos tables plutôt que d'inviter de nouvelles personnes aux tables existantes? Alors, j'espère que vous avez autant profité de ces conversations que moi et je vous encourage à présent à penser à la dignité et à la justice sociale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour les populations diversifiées? Merci. Sur ce, je vous propose de profiter du reste de la journée. Merci. Merci à toutes d'avoir partagé. J'ai beaucoup appris. J'aime beaucoup que vous parliez du fait qu'il ne faut laisser personne pour compte. Et il y a des gens dont la responsabilité, c'est d'assurer que tout le monde puisse faire front ensemble. Et pour cela, il faut se décoloniser soi-même ainsi que les pratiques systémiques. Il y a
des espaces, donc apprendre et à créer pour valoriser l'expérience également et incorporer l'expérience en tant qu'accomplissement et qu'expérience. Et comme apportant des connaissances de qualité à la table de toutes sortes. Et cette discussion sur la vulnérabilité m'a donné des frissons. Lorsque l'on étiquette quelqu'un comme étant vulnérable, ça ralentit leur prise de pouvoir personnel. Et ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Lorsqu'on parle des gens marginalisés et racialisés, est-ce que ça peut vouloir dire pour ces personnes-là d'assumer les espaces leur permettant donc d'être eux-mêmes? Et au Canada, on a l'idée que, bon, s'il n'y avait pas de racisme, les collectivités noires n'existeraient pas. S'il n'y avait pas d'homophobie, les collectivités LGBT+, 2S+, n'existeraient pas. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont des expériences semblables et des points de vue semblables, et ça existe. Et que se passe-t-il lorsque des gens ne font pas face à une oppression systémique? Comment forment-ils une collectivité, une communauté? Et il s'agit parfois, comme réaction humaine, de se créer un ennemi commun. On a vu cela avec le convoi là, des camions à Ottawa. Il y avait un sentiment important. Donc, au sein de ce convoi, qu'il y avait un sens d'appartenance, de bienveillance de la communauté, de partage, tous ces aspects communautaires. Et nous, les personnes racialisées et marginalisées, on fait cela, on vit cela. Et donc, en définissant des communautés bâties sur l'oppression, ceux qui n'ont pas vécu l'oppression doivent rechercher ailleurs l'appartenance. Et souvent, la création d'un ennemi commun, c'est une réponse, et ça peut mener à la guerre même, comme on le voit. Et alors, ensemble, ça nous permet donc de créer une communauté, justement, d'avoir un sentiment d'appartenance, de créer un partage. Et si on a des stagiaires, par exemple, dans un espace où on travaille, où c'est une très bonne expérience. Et ça, c'est fantastique. Et là, le stagiaire, après, donc, son travail, on peut lui dire, c'est formidable, au revoir. Et ça, je comprends tout à fait cela. Bon, et il s'agit de définir la réussite, pas par le nombre de cours qu'on a réussi, mais aussi la qualité des relations, la qualité de la vie que l'on a autour de nous également. J'ai tenu une conversation avec des gens, ma faculté universitaire, qui a des enfants, comment ça va, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et alors dire, bon, oh, j'adore la nourriture bien épicée. Et donc, ce genre de choses-là, c'est important. J'ai adoré la conversation que vous avez tenue. Et alors que nous apprêtons à conclure notre journée, j'aimerais inviter deux grands leaders des ODD. Donc, Margaret Briggs, qui est Matthews Fellow en politique publique mondiale de l'Université Queen's, et John MacArthur, directeur du Centre pour le développement durable Brookings. Donc, comment